Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Au Conseil de la Nation, adoption aujourd'hui de 13 projets de loi relevant de divers secteurs après leur présentation devant les sénateurs. Ces projets concernent les secteurs de l'intérieur, des finances, de la justice et de la défense nationale. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtalla Mamra, a été reçu hier après-midi par le président de la République du Congo, auquel il a transmis les salutations fraternelles et le message du président de la République. La visite du ministre sioniste de la Défense au Maroc a suscité l'ébullition au Front social, qui s'est mis en ordre de bataille pour dénoncer la politique du fait accompli imposée par le régime du Merzane. Un éclairage à suivre dans ce journal. Et puis la conférence de presse pour le bilan de la campagne électorale. Le président de l'autorité indépendante des élections, Mohamed Charfi, a révélé que la campagne électorale s'est déroulée dans de bonnes conditions malgré quelques dépassements enregistrés qui n'ont pas altéré cette étape électorale. Nous l'écouterons tout à l'heure. Voilà pour les titres de ce 19h. Pour commencer d'abord, bienvenue à tous. Et l'activité parlementaire pour l'entame avec cette session plénière présidée par le président du Conseil de la Nation, Salah Koudjil. Les membres du Conseil de la Nation ont adopté aujourd'hui 13 projets de loi relevant de divers secteurs après leur présentation devant les membres, donc sans être débattus. Alors ces projets concernent les secteurs de l'intérieur, des finances, de la justice, de la défense nationale également. Cette séance s'est faite en présence des membres du gouvernement et de la ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azwaou. Par la suite, la parole a été donnée au ministre de l'Industrie, Ahmed Zardar. Ce dernier a présenté le projet de loi relatif à la loi de finances complémentaire pour l'année 2021. C'est un projet qui a été d'ailleurs adopté à la majorité. De son côté, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement urbain, Kamel Beljoud, a présenté 3 projets de loi relatifs aux élections, à l'image de la loi et du projet de loi relatif au système régional du pays, le projet de loi définissant les circonscriptions électorales, le nombre de sièges à occuper au Parlement, ainsi que le texte de loi relatif à la commune. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrachid Tabbi, a présenté également 3 projets de loi relatifs au code pénal, le projet de loi relatif également aux mesures pénales et le projet de loi concernant la protection des données et des documents administratifs, alors que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Youssef Chorfa, a présenté un projet de loi relatif aux mesures exceptionnelles au profit des personnels et les non-salariés exerçant des fonctions libérales. De son côté, la ministre chargée des relations avec le Parlement, en sa qualité de représentante du gouvernement, a présenté 2 projets de loi concernant le ministère de la Défense nationale, à savoir le texte de loi relatif aux pensions militaires et le texte de loi fondamentale générale relatif au personnel militaire. Ces lois ont été adoptées chacune à part par les membres du Conseil de la Nation. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtalla Mamra, a été reçu hier après-midi par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, auquel il a transmis les salutations fraternelles et le message du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, portant sur les relations bilatérales ainsi que le développement sur la scène africaine. L'audience a permis de passer en revue les relations bilatérales privilégiées et solides, les 2 parties s'étant félicitées des liens historiques profonds entre l'Algérie et le Congo, et les peuples également, les 2 peuples des 2 pays, ainsi que de la nouvelle dynamique marquée par les échanges de visites ministérielles et la coordination régulière sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les 2 parties ont échangé les vues sur les derniers développements sur la scène continentale, notamment les situations prévalentes en nombreuses zones de conflit dans le continent africain et le défi imposé par l'élargissement de l'ampleur et de la montée de la menace terroriste, affirmant le soutien de l'Algérie aux efforts consentis par la République du Congo à la tête du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Ramtalla Mamra a relevé l'importance d'assurer l'appui nécessaire aux frères libyens pour la réussite de l'important rendez-vous électoral prévu avant la fin de cette année. On écoute la déclaration de Ramtalla Mamra. J'ai eu une fois de plus le grand privilège d'être reçu en audience par son Excellence le Président Denis Sassou Nguesso, auquel
j'ai eu l'honneur de transmettre un message verbal de son frère et ami, le président de la République algérienne démocratique et populaire, M. Abdelmajid Tebboune. Comme à l'accoutumée, ce message du chef d'État algérien est empreint de cordialité, de fraternité, d'estime, et il est animé de l'esprit qui a toujours marqué les échanges qualitatifs entre les dirigeants algériens et congolais, un esprit de fraternité et aussi confiance mutuelle, avec un engagement qui ne s'est jamais démenti envers les causes de l'Afrique. C'est donc avec cette démarche panafricaniste que les deux chefs d'État échangent régulièrement et que le message que j'ai le privilège de porter aujourd'hui a été également consacré à ce panafricanisme, à cette démarche tendant à apporter des solutions africaines aux problèmes de l'Afrique. On parle à présent de la visite du ministre sioniste de la Défense au Maroc. C'est une visite qui a suscité l'ébullition du Front social dans ce pays voisin, qui s'est mis en ordre de bataille pour dénoncer la politique du fait accompli imposée par le régime du Marzen. À travers d'innombrables messages de dénonciation et des appels à manifester, la rue marocaine est en ébullition. La visite de Benny Gantz a fait l'objet de nombreuses critiques également. Le groupe d'action marocain pour la Palestine voit dans cette visite un crime majeur de normalisation. Inimaginable, il y a quelques semaines, le portrait du roi du Maroc caillassé en pleine rue par des manifestants en colère. La scène est à peine croyable lorsqu'on connaît l'image qu'impose le souverain à son peuple, à commencer par la soumission et l'obéissance selon des dogmes moyenâgeux. Mais depuis ces dernières semaines, la grogne populaire grandit, d'abord dans la ville de Fès, emblématique cité impériale située à une centaine de kilomètres de Rabat, la capitale, et faisant la jonction avec le Rif. Ces images évoquent plus qu'une manifestation, c'est un soulèvement d'un peuple contre son oppresseur. Les Marocains, excédés par des conditions de vie difficiles, préfèrent manifester le soir pour un début. Car le régime oppresseur du Marzen est impitoyable et les représailles ne tarderont pas à s'abattre sur les courageux qui ont osé dire non à une débâcle dont la gestion sanitaire et économique, mais surtout l'abandon face à la crise énergétique avant l'arrivée de la période hivernale. Petit à petit, les rangs des manifestants sont grossis par d'autres Marocains en colère. Aujourd'hui, ce sont des milliers de manifestants qui sortent en plein jour, à Fès, mais également dans la ville de Tétouan, pour exprimer leur désarroi pacifiquement. Ils seront quand même chargés par des forces du régime du Marzen. Pour répondre à cette colère populaire, la monarchie esquive et trouve une parade grotesque, normalisée avec une entité sioniste dénoncée de par le monde. Le Maroc et Israël sont partenaires dans le déni des lois internationales. L'échec de gestion au Maroc s'est traduit aussi par une attitude belliqueuse envers ses voisins immédiats. L'Algérie en premier, mais aussi l'Espagne et par extension l'Union européenne. Le Maroc menace, marchande et utilise la contrepartie de bas étage au point de provoquer l'agacement chez ses voisins.
La décision d'installer une base militaire fruit d'un partenariat israélo-marocain dans la ville du Rif Afsous, près de Nador, tout près de l'enclave espagnole Melilla, hérite à juste titre Madrid, mais pas seulement. Les Rifins, eux, refusent d'être les témoins d'un tel dépassement. Ce jeune militant rifin exprime sa colère face à cette décision dangereuse. أقسم لكم بشرفي غادي يوقع لكم أكثر من داك الشيء اللي كيوقع في فلسطين باش يدخلوا لنا قاعدة عسكرية المنطقة الريفية بحكم أنهم يستقووا على الجزائر بالكيان الصهيوني. احنا الريافة راه ما نقبلوش هذا الشيء هذا. هذيك أرضنا درنا عليها حرب وأسسنا جمهورية وبعتونا نتوما اللي بعتونا لفرنسا ودرتوا اتفاقية إكس ليبان. اتفاقية إكس ليبان اللي داروها العلويين مع فرنسا سنة 1955 بالحماية الفرنسية وتأسيس حزب الاستقلال في 1950. موراها جات ثورة الريف سنة 1958 وسنة 1959 مجزرة الريف. واتفاقية إكس ليبان فيها قرن، يعني الاتفاقية الفرنسية ديال الحماية الفرنسية في المروك غتسالي سنة 2055 اللي غتسالي. حنا راه ما غنستناوهاش حتى 2055. حنايا ضاد في هذا الوقت هذا راه غادي نوضوا معاكم. في هذا الوقت هذا الايام الجايه غادي نوضوا معاكم كاملين يا النظام الفرنسي. تا يا محمد السادس راه عرفناك كراكيز، عرفناك مجرد خيال، راك تما مجرد خيال حاطينك تما الصهاينه. La colère de la rue marocaine sonne le glas d'un ras-le-bol, d'une gestion hasardeuse et de choix d'alliances dangereux qui portent atteinte non seulement au Maroc, mais à l'ensemble de la région. On revient en Algérie pour parler de l'énergie dans notre pays, dans le domaine énergétique. Une rencontre a eu, qui est donc le ministre de l'énergie avec des membres du comité de gestion de l'Agence nationale des activités minières et les directeurs de ses filiales régionales. Le ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, a tenu à mettre l'accent sur l'importance du secteur minier dans la relance de l'économie nationale. Arkab a mis en valeur le rôle des ingénieurs de la police des mines dans l'accompagnement des opérateurs activant dans le secteur minier, et cela en aidant à réussir leurs projets dans le strict respect des lois régissant l'activité minière pour aller vers un développement durable. Je vous invite à écouter sa déclaration. Cette rencontre est très importante car elle entre dans le cadre de la préparation de l'ouverture de l'activité minière aux investissements nationaux et étrangers, qui est une des priorités du gouvernement. Notre plan d'action compte jusqu'à présent plusieurs projets qui visent à booster ce secteur, dans lequel les filiales régionales de l'Agence nationale des activités minières ont un grand rôle à jouer. Le 30 novembre prochain, vous êtes conviés à prendre part à la rencontre nationale qui se tiendra sous le patronage du président de la République pour débattre du secteur minier et de l'investissement dans ce domaine. À l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre la violence faite aux femmes, l'Algérie, à l'instar des autres pays du monde, a marqué cet événement par un constat des conditions de la femme algérienne, des conditions sociales. La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kautar Kirikou, a procédé en présence de membres du gouvernement et en présence de l'ambassadeur coordinateur de l'Organisation des Nations Unies en Algérie. Elle a présenté donc le lancement d'une plateforme numérique pour la prise en charge sociale de la femme. On écoute sa déclaration. Nous assistons ici et aujourd'hui au lancement du projet du guide pour la prise en charge sociale de la femme, élaboré en coordination avec tous les secteurs concernés, notamment la justice, l'intérieur, la santé, l'habitat, les affaires religieuses et le ministère des Moudjahidines, en collaboration avec la société civile. C'est une plateforme numérique unifiée aux diverses catégories de la société civile pour prendre en charge les préoccupations de la femme, notamment la femme en situation précaire, comme un jalon
en plus dans l'élaboration des instruments dans ce cadre, de la part de la solidarité nationale, la famille et de la condition de la femme. Le président de l'autorité indépendante des élections, Mohamed Charfi, a révélé que la liste des candidatures pour les prochaines élections s'élève à 429 listes. 125 000 candidats aux élections communales prochaines sont inscrits et environ 19 000 candidats au prochain scrutin pour les assemblées de Wilaya. Mohamed Charfi a rendu public ces chiffres lors d'une conférence de presse tenue au Centre international des conférences Abdellatif Rahal. Le président de l'ANI a précisé par ailleurs que la campagne électorale s'est déroulée dans de bonnes conditions malgré quelques dépassements enregistrés qui n'ont pas altéré cette étape électorale. On écoute sa déclaration au micro de Amal Bouarba. La campagne électorale, malgré le nombre important de candidats, il ne faut pas oublier, c'est environ 120 000 candidats. Et je note avec satisfaction que les compétiteurs, qu'ils soient listes indépendantes ou partis politiques, n'ont pas dépassé des seuils qui puissent mettre en péril, par exemple l'ordre public, qui puissent mettre en péril la sérénité d'une compétition pour la gestion des affaires publiques. Il y a eu quelques petits dépassements, c'est tout à fait normal. Par des affichages sauvages, on affiche à la place du concurrent, mais cela est connu dans le monde entier. C'est pour perturber l'adversaire. Quelques passes d'armes verbales, ça c'est aussi de bonne guerre, mais ça n'a jamais dépassé, sauf dans quelques cas où on a saisi le procureur général compétent, aux environs de 144 saisines du procureur général compétent. Et c'est à la justice maintenant de décider si c'est grave et ça nécessite des suites. Les électeurs dans les régions enclavées et dans le sud algérien ont commencé déjà à affluer ce mercredi individuellement ou en petits groupes au bureau itinérant pour élire leurs représentants aux assemblées populaires communales et de wilaya bien sûr dans le cadre des élections prochaines du 27 novembre. Saïda Mayouf. Début du scrutin à l'extrême sud-ouest du pays, à Béchar, l'opération de vote pour les locales s'est déroulée dans de bonnes conditions dans le bureau itinérant se trouvant dans le village de Fendi, dans la région frontalière de Bni Ounif, où les 700 électeurs ont accompli leur devoir civique pour élire le président de l'APC de Bni Ounif et celui de la wilaya de Béchar. Le lancement de l'opération du scrutin s'est déroulé à bien avec une forte affluence remarquée dans la matinée. Les votants des villages avoisinants tels Oued Namous aspirent à des lendemains meilleurs. On souhaite le meilleur pour notre pays et que la personne élue soit digne du poste qui lui incombera et soit attentive aux préoccupations des citoyens. Même ambiance à l'extrême sud-est du pays où les nomades et les habitants des régions enclavées de la wilaya d'Ilizi se sont dirigés depuis très tôt ce matin vers les urnes avec l'espoir d'opérer le changement tant escompté. Dans la wilaya d'Ilizi, ce sont plus de 8300 électeurs répartis entre 9 bureaux de vote itinérants pour lesquels tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés afin de permettre aux électeurs nomades et ceux des zones éloignées de remplir leurs devoirs citoyens. Nous allons parler à présent de cette mesure qui est incluse dans le projet de loi de finances 2022 qui a été adopté par l'APN et qui sera soumis au vote demain au Conseil de la Nation. Avec cette révision du système de subvention généralisée des produits de base qui sera remplacé par des aides versées directement aux ménages à faible revenu. Ça fait débat en ce moment sur le pouvoir d'achat des Algériens. On voit cela dans cet éclairage avec Amal Bouarba.
Parmi les mesures phares du projet de loi de finances 2022, la suppression du système de subvention généralisée des produits de base. Mais quels sont donc les produits et les ménages concernés? On a une douzaine, je crois. Je cite la semoule, l'huile, le pain, le lait, les carburants, l'électricité et même l'eau. Il va falloir identifier les segments sociaux qui y auront droit. Et la difficulté la plus importante, c'est d'y intégrer les couches moyennes qui sont si vous voulez, donc un élément social extrêmement important dans les équilibres sociaux de tous les pays, et il ne faudrait pas qu'il y ait, si vous voulez, des conséquences trop importantes sur leur pouvoir d'achat. Alors le fait de fixer à 120 000 dinars, est-ce que c'est 120 000 dinars si vous voulez, les revenus d'un ménage qu'on peut considérer comme étant la limite, si vous voulez, pour les couches moyennes. L'autre aspect, c'est l'ensemble de ceux qui bénéficient et qui n'ont pas de revenus identifiables, déclarés fiscalement ou déclarés tout court ou connus. Alors là, ils sont dans une zone où ils peuvent prétendre, si vous voulez, à émarger à un dispositif de compensation alors que le revenu réel les en exclut. Qu'en pensent les citoyens? À partir de 2022, il n'y aura plus de subventions pour les produits de base comme le sucre. Moi, je suis d'accord parce que les pâtissiers, restaurants, tous ceux qui utilisent le sucre à des fins bénéfiques, qui font des bénéfices, ils doivent payer le sucre au prix réel. Alors que les petits ménages, je suis d'accord qu'on les aide. Et même pour le carburant aussi. Ah, le carburant, c'est une autre paire de manches parce que le carburant, quand même, c'est des déplacements, ça engendre le transport et tout. Il faudrait qu'ils augmentent les salaires. C'est encore confus, hein. Ce n'est pas tellement détaillé. Eh bien, on attend, hein. Selon l'Association nationale de protection des consommateurs, ce dispositif de compensation monétaire doit impliquer plusieurs aspects. Pour atteindre une vie normale avec dignité pour une famille de 5 personnes, il faudrait avoir un minimum de 85 000 dinars par mois. La moyenne voudrait dire que certaines familles ne perçoivent que 20 ou 25 000 dinars et d'autres ils sont à 100 150 000 dinars. L'association fait appel aux experts pour déterminer des seuils exacts que les pouvoirs publics vont utiliser. Mais on a aussi beaucoup qui sont en informel et qui n'ont pas de fiche de paye. Ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. En plus, ils n'ont pas de couverture sociale. Ces nouvelles APCI qui vont être installées bientôt devraient d'abord faire cette action de recenser d'une manière très sereine. D'ailleurs, même nous, on propose en tant qu'association qu'il y ait un observatoire national qui s'occupe de ce sujet. C'est pour ça que ça doit être d'ailleurs une démarche progressive et non pas une démarche blow-up, c'est-à-dire une démarche d'explosion, donc où on augmente rapidement. Donc ça doit poursuivre, si vous voulez, un cheminement progressif, même s'il doit prendre 2 ou 3 ans. Donc parce que la société risque, si vous voulez, de ne pas pouvoir l'absorber. Ça d'une part. D'autre part, il y a aussi les couches moyennes qui sont concernées, parce que lorsque vous portez atteinte par, si vous voulez, des augmentations de prix, par une inflation qu'ils vont devoir supporter, parce qu'il va y avoir donc des points d'inflation qu'ils vont supporter, puisque les prix seront libérés. Donc, et leurs revenus ne pourront peut-être pas supporter l'ensemble de cette inflation. Actuellement, 17 milliards de dollars sont consacrés à l'aide publique. Cette mesure permettra de réduire ce montant exorbitant. Il est question aussi de lutter contre la spéculation, les pénuries et le gaspillage. L'économie nationale a été lourdement affectée par la crise sanitaire ces 2 dernières années. Les prix du fret ont carrément doublé au niveau international. Dans ce contexte, l'Algérie opte pour une stratégie nationale d'une logistique efficiente afin de promouvoir les exportations hors hydrocarbures et réduire les coûts des importations. Yamina Saïdji. Promouvoir les exportations et réduire le coût des importations, un objectif qui vient répondre aux attentes des exportateurs et importateurs algériens lourdement affectés par la pandémie de Covid-19 qui a fait exploser les prix de fret au niveau international. Pour ce faire, une stratégie nationale de la logistique doit être mise en place.
Aujourd'hui, les problèmes logistiques, il y a deux tendances. Il y avait une tendance avant le Covid et après Covid. Avant Covid, où notre positionnement était plus facile à mettre en place, positionnement tarifaire en comparaison avec d'autres marques ou d'autres concurrents. Après le Covid, il y a eu quelques soucis logistiques, un surcoût qui s'est greffé un petit peu à notre structure de prix. Le problème, c'est un petit peu administratif. C'est beaucoup plus les documents demandés par la douane ou bien surtout dans les modes de paiement qui sont un petit peu compliqués pour nous en tant qu'opérateurs étrangers. La mise en place d'une chaîne logistique moderne et intégrée est l'une des priorités du groupe des services portuaires Serport qui a lancé une plateforme numérique destinée à améliorer la gestion des marchandises dans les ports du pays, mais pas seulement. L'une des principales caractéristiques de la plateforme en elle-même, c'est le tracking. Donc ça nous permet de suivre un petit peu la marchandise en temps réel et c'est disponible au niveau de la plateforme. Donc le client final ou bien le transitaire peut suivre sa marchandise, savoir où elle s'est arrêtée, pourquoi elle s'est arrêtée, etc. Et les fonctionnalités en général de cette plateforme peuvent nous permettre sur le long terme ou d'éliminer les surestaries ou du moins les diminuer de façon considérable. La direction des douanes est également présente pour contrôler toutes les opérations d'import-export et cadrer l'ensemble des facilitations douanières accordées aux opérateurs économiques. La direction des douanes veille à l'application des mécanismes de contrôle en vue de contrecarrer les tentatives de fraude et ce pour protéger l'économie nationale. Et puis on parle également ce soir du produit alimentaire qui est soumis à une réglementation très stricte. Les spécialistes dans le domaine de l'agroalimentaire observent des règles rigoureuses sous peine d'avoir des sanctions et des amendes. On voit cela dans ce reportage signé Camélia Mellel. Lorsqu'on évoque la sécurité alimentaire, on fait souvent référence à l'hygiène. Les mesures instaurées ont pour but d'éviter les intoxications liées à la consommation. Pour ce faire, des contrôles sont effectués lors de la conception du produit. Un processus très détaillé avec l'assistance des techniciens concernés. C'est des techniciens en hygiène et sécurité, c'est des techniciens en ingénierie. On est conventionné avec des laboratoires ainsi qu'un laboratoire sur site pour qualité de produits et pour détecter toute faille. Pour offrir aux consommateurs un aliment sain et conservable, un certain nombre de règles d'hygiène doivent être observées selon les spécialistes que nous avons rencontrés lors du salon Jazagrou dans sa 18e édition. On est certifié 9001 version 2015. Donc on a mis en place, il y a des procédures et des process qui sont mis en place qui garantissent une traçabilité, la matière première, le produit fini au niveau des distributeurs et des consommateurs. On a un laboratoire interne qui s'occupe des analyses microbiologiques et phytosanitaires et qui fait les analyses quotidiennement. Mais dans le cas de contamination, des mesures de rappel existent. Un système de traçabilité permet de remonter toute la chaîne de fabrication. Et nous avons ce qu'on appelle le système HCP. C'est le système de la marche en avant. C'est-à-dire que le produit a une traçabilité depuis le port quand il arrive, ou là quand on l'achète, et depuis la sortie de terre pour la décongélation jusqu'à la mise en boîte. Vous l'avez compris, la production alimentaire est soumise à de nombreuses normes, réglementations et méthodes afin de préserver la santé publique. La santé, on en parle justement avec le bilan Covid, avec un chiffre qui frôle les 200, avec 180 précisément cas confirmés de Covid-19 pour ce mercredi, 113 guérisons et 5 décès enregistrés ces dernières 24 heures. C'est une tendance qui augmente de jour en jour, d'où la vigilance qui reste de mise. Le ministère de la Santé rend public quotidiennement ces chiffres pour suivre justement l'évolution de l'épidémie en Algérie.
Et puis on parle également de ce bilan des opérations de l'ANP à travers tout le territoire national. 4 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés à travers le territoire national durant la période du 17 jusqu'à hier 23 novembre, selon un bilan donc opérationnel de l'ANP, faisant état également de la destruction de 5 casemates et 21 bombes de confection artisanale à Boumerdès. Mariam Damis. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 4 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a découvert et détruit 5 casemates, 21 bombes de confection artisanale et 81 kg de substances explosives lors d'une opération de recherche et de fouille à Boumerdès. Dans le contexte des opérations de lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires 9 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction d'immenses quantités de drogue via les frontières avec le Maroc, s'élevant à 19 quintaux et 46 kg de kiff traités. Tandis que 25 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur possession 211 kg de la même substance et 35 594 comprimés psychotropes saisis dans diverses opérations exécutées à travers les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamnaraset, Ngizem, Bojbaji Moukhtar, Janet Titindouf 247 individus et saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 5 chargeurs de munitions, 21 véhicules, 259 groupes électrogènes, 182 marteaux-piqueurs, 5 détecteurs de métaux, des quantités d'explosifs, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 53 tonnes de mélange d'or brut et de pierre, alors que 10 autres individus ont été arrêtés, 18 fusils de chasse, 28 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et 46 quintaux de tabac ont été saisis à Batna, Sétif, Tiaret, Adrar, Biskra et Larouat. De même, des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 10 273 litres ont été déjouées à Tébessa, Taraf, Soukhara et Tindouf. Dans un autre contexte, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'immigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 231 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 58 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Gardaya, Janet, Tlemcen, Mascara et Béchar. Hommage au Théâtre national algérien Mahidine Bachtarzi, un hommage rendu aux 2 artistes Abdelkader Chaou et Nadia Ben Youssef. C'est un événement organisé par l'association 3e millénaire. Couverture Sofiane Hamoudi. Nadia Ben Youssef et Abdelkader Chaou, 2 icônes respectivement de la chanson Haouzi et de la chanson Chabi, ont été accueillis en grande pompe par la Zorna algéroise. Dans une soirée organisée en leur honneur à l'occasion de la disparition de l'immense artiste Haj Mohamed Al-Anqa. L'hommage d'aujourd'hui est consacré aux 2 icônes de la chanson Chabi Haouzi, Nadia Ben Youssef et Abdelkader Chaou. Accueillis par un public debout sous les applaudissements et les yo-yo, les 2 artistes sont rentrés en volant le long de la salle sous le rythme de la Zorna. Des artistes de renom, anciens et nouveaux, ont été confiés pour animer cette soirée. Le Chabi est toujours vivant. Il est très écouté par les grands et les plus jeunes. Alhamdoulilah. Après avoir consacré plusieurs décennies à leur passion artistique, Nadia Ben Youssef et Abdelkader Chaou se sont produits devant un public conquis interprétant les meilleures chansons de leur répertoire. Et puis on parle sport-football pour clore ce journal. Le SCTF CR Belouizdad, c'est une affiche qui constituera donc la 5e journée du championnat de Ligue 1 prévue demain après-midi. C'est une journée amputée au match qui sera amputée du match JS Saoura-JS Kabylie en raison de la participation des 2 clubs en compétition africaine. On fait le point avec Saïd Fellak.
L'Entente de Sétif, 9e au classement général avec 6 points, sera face à un véritable test révélateur devant le champion d'Algérie sortant, 4e avec 7 points dans un rendez-vous qui s'annonce équilibré et ouvert à tous les pronostics. L'US Biskra et le Parado AC, les deux invités surprises en tête du classement en ce début de saison, évolueront a priori sur du velours à domicile face respectivement le HB chez le Romelaid et au Wydad de Tlemcen. Un succès leur permettra de préserver leur position dans le haut du tableau. Le Mouloudia d'Alger effectuera un déplacement périlleux à l'est du pays pour défier le CS Constantine dans l'autre affiche de cette journée. Invaincu depuis le début du nouvel exercice, le MCA aura à cœur de revenir de Constantine avec un résultat probant, même si sa mission s'annonce difficile face à une équipe qui carbure à plein régime en ce début de saison. L'USM Alger, auteur d'un large succès contre l'US Biskra, partira largement favorite dans son entre de Omar Hamadi devant le RC Relisen, tandis que le net invaincu depuis le début de la saison recevra le MC Oran. Le club oradais, qui a enregistré l'arrivée du nouvel entraîneur tunisien Moïse Bouakez en remplacement d'Azdine et Djoudi, devra sortir le grand jeu pour réaliser un bon résultat à Alger. Le MDA recevra la lanterne rouge, le NC Magra, alors que le nouveau promu, le RC Al Erba, tentera d'obtenir son premier succès de la saison lors de la réception de l'AS Sochlef. Enfin, le match GS Saoura-GS Kabylie a été décalé au mardi 14 décembre en raison de l'engagement des deux clubs ce dimanche au deuxième tour préliminaire additionnel aller de la Coupe de la Confédération. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, je vous souhaite une excellente soirée.